Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. Dans le dernier épisode, on a parlé de nous, bien entendu, mais surtout, on a répondu à la question « Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est important pour toi que les enfants aient une enfance heureuse? » Aujourd'hui, on va plonger plus profondément. On va vous parler de nos débuts en schooling et de notre parcours de parents bienveillants. Oui. Aujourd'hui, ça va être un peu plus personnel sur notre cheminement, sur celui de nos enfants, qui nous a amenés vers la bienveillance et le unschooling. Puis, ma première question pour toi, Stéphanie, serait comment est-ce que tu as entendu parler de unschooling la première fois et quelle a été ta réaction? Je me souviens pas exactement la première fois. Je me souviens que j'ai entendu ça quelque part. Je sais que j'ai vu une conférence, c'était pour la KED, là, leur congrès. C'était une maman anglophone avec ses deux filles. Je me souviens plus de leur nom, malheureusement. Et j'avais trouvé ça super. C'est juste que tous les gens dans la salle parlaient que de commission scolaire et tout ça. Puis moi, j'étais pas, ça me touchait pas vraiment. Mais je me souviens, le premier choc que j'ai eu en entendant parler d'unschooling, c'est avec une conférence d'Édith Laflamme au congrès où elle avait raconté qu'elle achetait des caisses de boîtes de biscuits Oreo pour son fils. Dans sa petite conférence, parce qu'elle parlait de la nourriture, puis elle disait que c'était le choix de ses enfants, ce qu'ils voulaient manger et tout ça, et que, probablement qu'il y avait un contexte là, autour de ça, mais moi, ça m'avait marqué, puis je me souviens, j'étais choquée, puis j'avais sorti, après ça, j'avais dit à mon chum, ben voyons donc, là, donner de la bouffe à ses enfants comme ils veulent, des boîtes de biscuits, des caisses de biscuits, c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée, tu sais. Donc, c'est la première réaction que j'ai eue. Le reste, ça allait, là, mais au niveau de la nourriture, c'était choquant. Oui, c'est souvent un point sensible, celui-là. C'est ça, mais plus tard, on comprend là, qu'est-ce que ça voulait dire avec le contexte. Mais toi, Julie, comment t'as entendu parler de ça? La première fois que j'ai entendu parler, c'est dans mon groupe de soutien. Je pense que c'était comme un peu la seule famille à ce moment-là qui faisait du unschooling. Puis moi, je commençais, là, c'était dans les premières semaines, premiers mois. Puis de la façon dont elle me l'a partagé, moi, tout ce que j'ai entendu, c'est ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, puis c'est ça la vie. C'est extrêmement choquant. J'étais comme, moi, je voyais, ce que j'ai entendu, c'était du unparenting, là. Tu sais, même si elle aurait expliqué d'autres choses, peut-être qu'elle l'a fait, là. Je l'ai vraiment comme pas vraiment entendu. Ah non, c'est vrai, il y a 2 personnes qui faisaient du unschooling. Mais une des personnes, là, ça m'avait comme choquée. Fait que j'étais comme, c'est trop. C'est trop, c'était comme, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Puis j'ai juste tenté de m'intéresser à comment reproduire le système dans ma maison. Mais même si, comme tu as été choquée, toi aussi, qu'est-ce qui a fait que quand même tu as décidé d'aller vers le unschooling? Ça s'est fait par étapes de mon côté. On était dans moi, je faisais l'école dans la maison là, avec mes 2 premiers fils. Et avec mon plus vieux, là, je vous en parle parce qu'il a toujours été d'accord là, que je raconte ça. C'était très difficile avec mon fils. Il y avait eu un diagnostic de TDA, de troubles d'opposition sévère. Je vais les mettre entre guillemets. Là. Ouais. Même si on n'avait pas demandé ça ou quoi que ce soit, mais puisqu'il y avait un suivi là, avec sa maladie génétique, bien, on voyait un pédiatre et d'autres médecins, donc c'est eux qui avaient diagnostiqué ça. OK. Comme ça, dans leur bureau, sur le coin de la table. Là. Ouais. Mais on le vivait à la maison, là, des crises. Thomas, c'était un enfant qui s'opposait à tout. Il ne voulait pas écrire de phrases. C'était vraiment difficile. Donc, graduellement, je suis allée vers des trucs plus des projets vis-à-vis ses intérêts. J'essayais de trouver des sujets qui l'auraient intéressé ou quoi que ce soit.
Donc, de projet, on a essayé, ça s'appelle Charlotte Mason. Ensuite de ça, vraiment les projets, puis plus ça allait, puis moins on en avait. Puis, à un moment donné, la pédiatre qu'on avait, elle menaçait de nous dénoncer là, à la DPJ. Elle était très contre ça. Donc, on a fait venir une orthopédagogue chez nous pour faire évaluer le français et les mathématiques en se disant, on va avoir un point de départ au niveau des connaissances à Thomas, puis comme ça, on va pouvoir prouver qu'il y a une évolution dans ses apprentissages. Et c'est elle, une jeune orthopédagogue qui ne connaissait pas l'unschooling. Elle est venue chez nous, elle a vu notre espèce de salle de classe et elle a vu ce que je faisais hors cahier, puis c'est elle qui m'a convaincue à la fin. Elle m'a dit, écoutez, elle dit, nous, comme orthopédagogues, c'est ce qu'on fait avec les enfants en difficulté. On essaie de sortir des cahiers pour faire des trucs plus concrets. Donc, c'est elle qui m'a convaincue, en fait, de fermer les cahiers au complet, de continuer ce qu'on faisait. Donc, voilà, c'est comme ça, moi, que c'est arrivé. Mais toi aussi, je pense que tu as commencé avec l'école maison plus classique. Ah oui, les cahiers, mais surtout, je dirais, au niveau français, maths, des matières comme ça, puis les autres choses, c'était comme des projets. Là, je me souviens, j'avais été à une conférence où c'est curriculum par projet, puis tout ça, puis, tu sais, il y avait des idées super intéressantes, mais je pense que c'était un peu moi qui voulais bien faire tout ça. Mais dans le concret de la chose, là, au quotidien, quand on sortait les cahiers de français, les mathématiques, c'était moins pire parce que c'était défis mathématiques avec des cubes, puis c'était fait exprès pour l'école maison, c'était différent. Mais quand on sortait des cahiers, puis que là, je disais, ben j'en viens, on va s'asseoir à la table, on va faire ça, toute son énergie baissait. C'est comme, il s'éteignait, là. Puis là, il se mettait la tête sur les bras, sur la table. C'était comme pénible. Puis ça me rendait vraiment très triste, mais c'est comme si c'était un peu la seule façon de faire. On nous disait c'est pour leur bien, hein? Oui, c'est ça. Mais vu que son attitude était comme ça, puis que j'étais déjà dans la bienveillance, c'est comme si là, je vivais comme un conflit intérieur. Fait que c'est ça qui a fait comme, OK, ben là, mon enfant, il est pas bien. Il était pas bien à l'école, il pleurait à chaque midi quand il venait dîner à la maison, ou presque. Là, il était encore pas bien. Fait que là, c'était comme, OK, on va aller à l'autre étape de plus. Je vais au moins faire de la recherche. Fait que c'est vraiment, lui, comment il se sentait avec les cahiers qui a fait en sorte que ça m'a dit, là, OK, là, faut que j'aille plus loin. Mais tu vois, nous, Thomas était très agressif. Il a fait des crises incroyables, OK? C'est là qu'ils ont diagnostiqué son trouble d'opposition. Donc, il n'était pas bien, je le voyais bien, mais moi j'ai su ce que toi, tu as su. Toi, tu l'as su d'avance, puis après ça, tu es allé au unschooling. Tu vois, moi, je suis allée vers le unschooling plus au niveau des apprentissages, mais par la suite, tous ces diagnostics ont disparu. Là. Il était beaucoup mieux par après. Là. Moi, je l'ai vécu après ça. Puis c'est ça, je voulais savoir, y a-t-il un moment, toi, où tu tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit au départ, c'est juste pour un temps? Ou si tu t'es dit, bon, à partir de maintenant, c'est fini, les cahiers, on ne revient plus jamais. En premier lieu, quand on a commencé l'école maison, dans la maison, on s'était dit, on fait ça pour 1 an, on fait une expérience. Mais ça a été vraiment quand même assez rapide que là, j'ai comme fait, je pense qu'on va continuer parce que je suis bien, là. Puis, c'était quoi ta question, donc? Mais au niveau de... J'avais une autre idée, puis là, je me suis dit, j'en parle tout de suite, j'en parle pas. Je pense que je vais attendre parce que peut-être que tantôt. Ah oui, les papillons, j'avais ça, les papillons. Non, mais le unschooling, là, quand tu as décidé vraiment d'aller vers le unschooling, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, je ne reviens plus jamais en arrière, là, c'est clair, là. Y a-t-il quelque chose qui a cliqué à un moment donné? Ben, quand j'ai commencé à lire, puis que là, on dirait que j'ai fait vraiment la connexion entre ça, l'unschooling, c'est de la bienveillance, mais au niveau des apprentissages scolaires. Quand j'ai été assez rassurée, là, que j'ai vu que ça se pouvait, puis qu'il y en avait d'autres enfants ailleurs dans le monde, parce qu'au Québec, j'avais pas d'exemple, qui étaient bien avec ça. Là, on dirait que là, mes pères étaient assez calmés, que là, c'était comme go.
go, on laisse faire ça. Puis oui, des fois, j'avais des trips encore d'acheter des cahiers. Puis, tu sais, bon, on aime ça, tu sais. Je pense que c'est pas tout le monde qui aime ça, là, mais moi, j'ai toujours aimé les cahiers, l'odeur des cahiers neufs. Mais, ouais. Moi aussi, j'aime les cahiers. J'en ai encore. C'est ça. Mais bon, ils sont là, puis je faisais comme juste pas les pousser, pas les forcer. C'est comme, ils traînent, puis s'ils veulent les prendre, tant mieux. Puis Benjamin est 0 pin bar, là, tu sais. On dirait qu'il le sentait, là, aussitôt que c'était éducatif, là. Donc, c'est allé graduellement un petit peu pour toi. Oui, c'est ça. Graduellement, aussitôt, tu sais, j'étais capable d'y aller avec la confiance que j'étais capable d'acquérir. Toi? Moi, je suis allée du jour au lendemain. Ouais. Parce que c'est ma personnalité. Je suis quelqu'un ça me prend du temps à comprendre. Je lis beaucoup. Donc, j'avais lu, même quand on avait fermé les cahiers avec l'orthopédagogue, après l'orthopédagogue, j'étais convaincue au niveau des apprentissages, mais tu sais, l'unschooling, ça va plus loin que ça. Tu sais, le unschooling, on dit radical là, pour Racine, ça va dans toutes les sphères de la vie. Fait que moi, j'ai lu, j'ai vu des conférences et du jour au lendemain, vraiment, là, du jour au lendemain, il y a un matin, j'ai vraiment dit à mes enfants, surtout mes 2 plus vieux, parce que les plus jeunes ils étaient trop petits, et je leur ai dit, je me suis trompée. J'ai vraiment dit ça comme ça. J'ai dit, je me suis trompée, j'ai fait une erreur. À partir de maintenant, il n'y a plus de cahier. Vous n'êtes pas obligé de venir à la table. Moi, j'étais un parent très pas fine. Là. Je reproduisais ce que j'ai vécu chez nous. J'étais vraiment méchante. Pas parler à la table, pas mettre les coudes sur la table, des affaires que je détestais, mais j'ai reproduit ça. Donc là, je leur ai dit, ben là, vous n'avez plus besoin de manger avec nous si vous voulez. Vous pouvez dormir à l'heure que vous voulez. Je leur ai tout mis ça dans les mains. Ce qui n'est pas une chose à faire. Là, c'est recommander. Moi, je sais que je n'aurais pas pu faire autrement parce que moi, quand il y a un clic dans mon cerveau... Tu ne peux plus revenir en arrière. C'est ça. Je ne pouvais plus y aller graduel et tout ça. Donc c'est ça. Ça a été vraiment du jour au lendemain. Et ça a pris une bonne année d'ajustement pour que mes enfants s'ajustent à ça parce que, disons qu'ils ont testé longtemps. Ils ne m'ont pas cru. Ils ont vraiment testé. Non, ils ont testé. Ils se sont dit, voyons, qu'est-ce qu'elle raconte là, elle? Fait qu'ils ont fait des tests. Toi, tu es encore pleine de toutes les croyances qui faisaient. Parce que quand on reproduit ce qu'on a vécu ou ce que la société met de l'avant, on pense qu'on le fait pour le bien de nos enfants parce qu'on est une bonne mère. C'est quand même quelque chose d'abandonner ça puis de comme se redéfinir là, du jour au lendemain, ça demande du temps. Fait que toi, tu as comme connu l'unschooling. Puis en même temps, tu as compris que c'était aussi de la bienveillance, fait que ça changeait au niveau des relations. Ça n'a pas été juste, c'est un morceau qui est comme au niveau scolaire, si on peut dire. Pas du tout. La bienveillance, pour moi, c'est venu avec le unschooling. Okay, je ne connaissais pas ça du tout. Puis les lectures que j'ai faites, c'était par rapport aussi au unschooling radical, là, que je mets encore entre guillemets. J'aimais ça tantôt quand tu as dit Racine, ça me parlait. Unschooling Racine. Oui, c'est ça, on pense radical dans le sens extrême, là, mais non, ça vient du mot racine. Donc, c'est à la base de l'éducation, et pas je dis éducation parce qu'apprentissage, il y en a qui vont associer ça à l'école, là, mais tous les types d'apprentissage, autant l'alimentation que le sommeil et tout ça. Donc, moi, ça a été du jour au lendemain. Et tu vois, mon fils, tout a disparu chez lui, là. Son TDA, son trouble il faisait des crises, là. Écoute, à lancer des chaises là, sur les murs, là. Ouais. C'était vraiment... Puis du jour au lendemain, pouf, plus rien. C'est ça. Il a retrouvé son enthousiasme et tout ça. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai eu ce moment où j'ai vraiment pris la décision, où j'ai dit, je ne peux plus revenir en arrière. Par contre, il y a quand même un apprentissage qui continue à se faire. Oui, un apprentissage, ajustement aussi. Mais tu sais, c'est génial là, ce que tu dis que ton fils, dans le fond, son comportement a changé. Parce que toi, tu as changé quelque chose, mais ça résume à il est opposé parce qu'il y avait du contrôle du parent. Il n'y a plus de contrôle. Il y a plus une demande de collaboration, des demandes avec comme non obligatoires, des choses comme ça qui fait en sorte que l'enfant il sent qu'il y a du pouvoir, puis il n'a plus besoin de se poser, là. Il sent qu'il y a du pouvoir sur sa vie. Ça, là. C'était devenu une relation. Pour moi, être parent, c'était être l'autorité. Et tu fais ce que je te dis et ça finit là, tu sais. Alors que là, quand je leur ai donné tout ça, là, cette liberté-là, je me souviens que, par exemple, ils avaient un ordinateur, ils jouaient dessus. Quand j'allais le voir, est-ce que vous avez faim?
je me faisais répondre comme moi, je leur parlais avant. Là. Ah, wow! Donc, c'était bête. Et puis là, ça me saisissait parce que là, tu te dis, ben là, tu peux pas laisser ton enfant parler comme ça, te répondre bête. En même temps, ça me revenait en pleine face là, en me disant, ben là, c'est moi qui leur parlais comme ça. Là. Donc, ça a été vraiment... moi, en tout cas, mon parcours là, vers la bienveillance, ça a été ça. Ça a été un apprentissage par rapport à moi. Comment moi, j'avais agi avec eux. Puis par rapport à pourquoi j'agissais comme ça avec eux aussi par rapport à mes parents. Donc, ça a été super difficile au niveau émotif. Ah oui, c'est pour moi, ouais. Il a vraiment fallu que je m'en veuille pas trop non plus. Je me suis sentie coupable pendant plusieurs mois. Là, je me disais, oh mon Dieu, c'est horrible comment je les traitais. Là. Donc, mais tranquillement, ça vient avec la belle culpabilité. Puis ça, je pense que je vais le prendre en note. Culpabilité, parce que c'est quelque chose qu'on devrait parler juste dans un épisode complet. Parce que vient d'où la culpabilité? J'ai tellement de choses à parler là-dessus. Anyway. Donc, la bienveillance, là, toi, si j'ai bien compris, mais toi, tu étais déjà bienveillante avant même de découvrir le unschooling. Oui. Oui, fait que pour moi, c'était vraiment juste le déclic là, que l'unschooling, c'est de la bienveillance, mais au niveau des apprentissages qu'on voit en tant que société comme étant scolaire, là, tout simplement. Là. Fait que ça a été comme... Je pense que c'est ce déclic-là qui a comme ouvert les portes. C'est comme là, ça a été OK, là, on plonge, puis on plonge encore plus, puis on expérimente aussi. Fait que, oui. Mais là, ce que je veux savoir, là, c'est quand nous, on s'est rencontrés, tu sais, on était allés chez toi, puis Laurence était là, puis il y avait d'autres personnes. Ça, c'était quand par rapport à ton cheminement d'unschooling? C'était comme quelques semaines, quelques mois après que tu fasses OK... C'était quelques mois, peut-être 1 an après. OK. C'est ça, je juste comme me placer dans ma tête. Oui, c'était sur la Rive-Sud. Oui, c'est ça. J'avais commencé à Rimouski, le unschooling, là, quand j'ai... OK, c'est ça. Fait que là, tu venais de déménager sur la Rive-Sud de Québec. Puis là, tu étais dans le groupe puis tu avais proposé ça. OK, parfait. C'est ça, je me demandais, ça se plaçait où, ce moment-là, dans ton parcours? Là. À mes débuts. Oui, c'est ça. Hey, j'aimerais ça savoir... Si tu as eu ou quel a été le moment lumière, un moment d'une grande réalisation en lien avec l'unschooling ou la bienveillance? T'en as parlé un peu, là, mais y a-tu comme quelque chose qui ressort? Il y en a beaucoup. Moi, je fonctionne, comme je te disais, je lis beaucoup, je réfléchis, peut-être même trop, mais non, pas trop. Je suis comme ça. Et puis après, il y a un déclic qui se fait. Donc, j'en ai eu à quelques reprises là, pendant mon parcours là, vers le unschooling, mais il y en a un particulier que je me souviens parce que c'est vraiment venu comme une image. Hein. Je t'ai dit, moi, j'aime beaucoup les métaphores, mais des fois, la métaphore, elle me vient en image. Et c'était au début de l'unschooling. J'étais sur le divan malade. On avait tous eu le rhume ou presque une grippe. Là, c'était vraiment rough. C'était le bordel chez nous. Les enfants étaient énervés. Eux, ils venaient de finir, tu sais, leur rhume-grippe, là. Moi, j'avais passé la nuit à m'occuper d'eux autres. Donc, moi, j'étais fatiguée. Ma dernière, qui était bébé, elle a commencé son rhume, là. Fait que je savais, j'étais découragée parce que je savais que je ne dormirais pas encore, même si moi aussi, j'avais attrapé le rhume. Mes plus vieux, là, ils étaient debout sur le comptoir de la cuisine. Ils avaient faim, ils fouillaient dans l'armoire. Tu sais, je ne sais pas si tu vois des fois l'image sur les réseaux sociaux, l'espèce d'image de la mère avec son café dans la cuisine, puis c'est le bordel. C'était ça, là. C'était le chaos. Et moi, j'étais calée dans le divan avec ma fille au sein, là, qui buvait beaucoup. Et je me disais, j'y arriverai pas, je suis pas capable, je peux pas faire ça dans le unschooling, c'est impossible, ça se peut pas, là. Soit je n'étais pas capable, soit quelque chose que je n'avais pas compris. Et puis, tout à coup, je me suis vraiment vue comme si je flottais dans l'eau. Tu vois, avec l'eau, là, sur le bord de la bouche, là, presque en train de te noyer. J'avais le poids de mes enfants sur mes épaules. Puis, à un moment donné, j'ai touché le fond avec mon pied. J'ai réalisé, je me suis vue, là, assise dans pas grand d'eau. Je me suis dit, j'ai vraiment vu ça comme ça. Je me suis dit, ben voyons, là, c'est pas si grave que ça. Ouais. C'est moi qui vois ça comme un drame. Puis, fait que dans le fond, moi, mon moment de réalisation, c'était sur le lâcher-prise.
Wow! Ils ont lâché prise sur les attentes et tout ça. Fait que le reste de la journée, ça a super bien été, tu sais. Je les ai laissés manger des biscuits soda, puis de regarder des films. Fait que ça, c'est un moment vraiment important dans mon parcours, c'est l'attitude. Tu sais, des fois, on ne peut pas changer la situation, on ne peut pas changer les chicanes parmi les enfants ou quelque chose qui va mal, mais on peut changer notre attitude par rapport à ça, abaisser nos attentes, puis laisser passer un peu de temps, tu sais. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, ça, c'en est un moment. Là. Toi, t'en as-tu eu des moments là, par rapport au unschooling? Peut-être pas un moment aussi puissant. Moi, c'était plus comme... on faisait pas encore le unschooling, mais c'était quelques semaines après qu'on ait décidé de retirer Benjamin de l'école. Puis là, je suis au comptoir, on a un grand comptoir bleu, pas super beau, mais bon. Il y a un comptoir lunch, les enfants sont assis là, puis ils dessinent. Puis je suis penchée, puis je les regarde, je me redresse. Tu sais, c'est comme un souvenir intense. Puis là, tout d'un coup, on dirait que c'est comme si j'ai une vague qui wash over me. Là, c'est comme, je suis à la bonne place. On est à la bonne place. C'est un bon choix pour nous de faire l'école. Mais c'est comme une genre de claire connaissance, je sais pas trop quoi, de oui. C'est ça qu'il nous fallait. Tout va bien, tout est beau. Fait que une prise de conscience. Une prise de conscience, mais tu sais, avec un côté un peu spirituel, c'est barre de révélation ou je sais pas trop quoi, là. Puis c'est ça. Ça a duré comme quelques secondes, là, puis c'était comme wow! Fait que c'est comme confirmation, là, ça, ce moment-là. Je vais m'en souvenir toute ma vie, je pense. C'est le fun. Ben, moi, je crois aux signes, là. Ce que tu me racontes, ça ressemble à ça, là, un signe, là, quelque chose, un sentiment. Définitif. Est-ce que dans ton parcours, il y a une croyance que tu avais, là, qui était vraiment forte puis que tu as remis en question grâce au unschooling? Ben, le unschooling, je pense, j'avais beaucoup de croyances, puis j'étais encore en train de des debunk puis de les remettre en question tout le temps, là. Mais la croyance la plus forte, c'était que pour que les enfants puissent apprendre, on doit leur enseigner. Parce que si on leur enseigne pas, ils voudront pas apprendre ça. Ça étant le français, les mathématiques, tu sais, les choses sérieuses qu'il faut se forcer pour apprendre, là. C'était comme la principale croyance. Parce que vu que là, moi, j'avais déjà une partie de croyances de fait en lien avec la bienveillance, là, c'était comme juste concentré sur les croyances avec le unschooling, là. Mm-hmm. Fait que ça a été comme la croyance majeure que j'ai remis en question puis que j'ai compris que, ben, depuis qu'ils sont jeunes, ils ont appris de façon naturelle, de façon déjà autodirigée. Je les ai pas forcés à parler, je les ai pas forcés, puis ils ont quand même appris ces choses-là qui sont, somme toute, quand même difficiles à apprendre, on s'entend, là. Apprendre une langue, c'est quand même quelque chose. Ouais. Fait que là, ça a fait, OK, ben ça veut dire que ça peut être ça, mais pour toutes les choses. Fait que ça m'a permis aussi, moi, de remettre en perspective mes propres apprentissages. Ah oui, c'est vrai, quand j'étais en design de mode à l'école, j'avais des bonnes notes, puis c'était le fun, puis j'aimais ça. Ah, regardons ça. Puis mon cours d'histoire de l'art aussi, je tripais, là. Je m'en foutais des notes, mais je tripais, tu sais, c'est comme, je me suis vraiment rendu compte, OK, là, il y a quelque chose là, cet enthousiasme-là fait en sorte que t'apprends sans t'en rendre compte. Puis c'est pas vrai qu'apprendre, c'est difficile. Apprendre, c'est difficile quand tu te forces puis quand t'es obligé. Puis quand tu le choisis pas. Parce que quand mes garçons ont choisi d'aller à l'école, c'était pas des apprentissages le fun, là, mais parce qu'ils avaient choisi, ils l'ont fait, puis ça a été, d'après moi, plus facile un peu, même si c'était pas le fun. Fait que ça a été ça. Toi, c'est quoi? Toi, t'as dû en avoir comme plusieurs croyances que t'as remis en question, là. Ben moi, il y en avait une qui a été difficile, le ménage, l'alimentation, tout ça. En fait, les choses qu'on doit faire, là, tu sais, comme adulte, là, les responsabilités qu'on a, j'avais cette croyance-là, tu sais, n'était pas méga ancrée. C'était une croyance qui était conditionnée parce qu'on m'avait dit, j'avais pas vraiment réfléchi là-dessus, mais pour moi, c'était clair. Je détestais tellement faire le ménage que pour moi, c'était clair que si je forçais pas mes enfants à faire des tâches, ils n'allaient jamais faire de tâches. Puis plus tard, à l'âge adulte, ce serait le bordel là, chez eux. Donc, celle-là, elle était vraiment difficile.
surtout par rapport à quand on regarde comment on veut donner l'exemple à nos enfants pour qu'ils apprennent quelque chose ou pour leur transmettre des valeurs, plutôt peut-être pas plus apprentissage, mais comme valeurs. Donc, ce que j'ai appris, c'était que c'est par notre exemple. Donc, c'est clair, c'est encore en me regardant dans le miroir. Donc, c'est clair que moi, je me disais, ben là, je passe ma journée à chialer. Ah, vous avez encore laissé traîner ça, tu n'as pas ramassé ton assiette. Là, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, mais c'est quoi l'exemple que je leur donne? S'ils détestent le ménage, c'est pas parce que de façon naturelle, l'enfant déteste le ménage. C'est parce que moi, j'ai cet exemple-là. Fait que c'est un peu aussi une façon au niveau de l'apprentissage, là, je pensais qu'il fallait imposer quelque chose pour que ça fonctionne, alors que on peut simplement nous vivre ça ou apprendre des choses devant eux, puis avec l'exemple, ça les inspire. Ça ne fonctionne pas tout de suite. Non. Il y a un exemple, une personne, c'est ça. Ça prend beaucoup de temps. Puis il va y avoir des différences entre les individus, mais ça, on pourra en reparler un peu plus tard. Là. Oui, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Oui, ça aussi, c'est un sujet super intéressant. Oui, définitif. J'aimerais ça savoir quelle influence le unschooling et la bienveillance a eu sur tes enfants. Fait que maintenant, en ce moment, là, ce que tu vois comme avec le recul de qui ils sont, de ce qu'ils font, de là. Le principal, là, c'est le respect des différences chez les autres. Oui, c'est vrai. Hein? Mes enfants sont tellement tu sais, il n'y a rien qui les choque. Il n'y a rien qui, tu sais, par exemple, on n'a pas d'amis homosexuels ou quelque chose comme ça, mais quand c'est arrivé dans des séries ou qu'on a discuté de quelque chose, tu sais, ils n'ont pas comme nous, en tout cas comme moi, quand j'étais petite, quand on arrivait devant quelque chose de nouveau, c'était, on avait le réflexe de juger puis de dire que c'est ça. Eux autres, c'est naturel. Ah, je connaissais pas ça, mais why not, tu sais? Ils sont vraiment, vraiment, vraiment comme ça. Puis je pense que c'est vraiment parce qu'ils ont été respectés dans leurs différences. Chaque individu est tellement différent. Puis le unschooling, c'est un peu ça aussi, c'est suivre leur individualité. Donc, de n'importe quel type, là, des personnes, de quel que soit leur métier, leur classe sociale, ils ne s'intéressent pas aux vêtements ou à l'argent non plus. Ils vont pas aimer quelqu'un parce qu'il est riche ou quoi que ce soit. Donc ça, je pense que c'est la plus grande influence là, que ça a eu sur mes enfants. Ah oui, je suis d'accord avec toi. C'est quoi la plus grande influence que ça a eu sur tes enfants? Ça en est une. Puis j'ai un exemple de dernièrement, dans les derniers mois, il y a une personne qu'on a connue, ça fait quelques années, qui on a revu, puis cette personne-là s'identifie plus comme féminin, masculin, ou en tout cas... Et mes enfants n'avaient pas trop remarqué. Et quand on en a jasé après, c'était comme « Ah oui, OK ». C'est pas comme « Ah ouais » ou on dirait parce qu'on les a pas jugés, nous, en tant qu'enfants, qu'on les a acceptés comme ils sont, ils se sentent pas rejetés, donc ils ont pas le mouvement de juger et de rejeter les autres. Ça, c'est comme « Wow », là, ça aide à la santé mentale, là. Ben oui, mais juste à l'école, veut pas, les enfants vont essayer de se trouver leur groupe, tu sais, leur petite gang, puis veut pas, ils vont essayer de trouver des trucs qu'ils ont en commun et tout ça, puis tout ce qui va être étranger à cette petite bulle-là, tu sais, ils vont le juger, ils vont le rejeter. On peut refaire ça aussi en école à la maison, là, je l'ai vu dans des familles, donc ouais, c'est respecter, ça c'est une autre croyance aussi, hein, que les enfants, il faut les forcer. Il faut les forcer à respecter les autres, mais quand on les force à respecter les autres, ce qu'ils apprennent, c'est à forcer les autres. C'est en plein ça, justement. Pas à respecter les autres. Ouais. C'est drôle, t'es vraiment on point. Cette semaine, je me suis réveillée à 5 heures du matin, puis là, fallait que j'écrive sur un sujet, le respect. Puis je l'ai écrit en me disant, ça, va falloir en parler dans le podcast. C'est drôle que t'en parles. Moi, ce serait quoi l'influence, je pense, je vais pas parler de l'influence de la bienveillance. Je pense que c'est au niveau de la santé mentale, puis plus loin que ça, c'est que je le sais que mes enfants, ils s'aiment.
Puis pas genre, ah ouais, moi j'aime. C'est pas, tu comprends, pas artificiel de ce qu'on juge, mais vraiment comme ils s'acceptent comme ils sont, puis même si des fois ils ont quand même le goût des fois de changer des choses ou d'explorer autre chose, il reste qu'ils ont une base qui s'acceptent, puis que c'est normal de s'aimer comme ils sont. Ça, c'est pour moi, c'est comme wow, parce qu'il y a tellement de choses qui découlent de ça. Comme tu parlais, le respect aussi. Quand tu t'aimes puis tu sais que tu as de la valeur puis que tu es aimable, ben tu vas pas rester dans des situations où est-ce qu'on te traite mal ou qu'on abuse de toi ou tu sais. Ça là, quand je regarde autour de nous là, en tout cas moi cette espèce de processus là de réalisation, je l'ai fait à 30-40 ans là. Ouais. Les autres ils l'ont déjà. C'est ça, ils partent déjà avec ça là, c'est vraiment génial là. Puis, mais ça a tellement d'influence, là, le unschooling. Moi, en tout cas, je peux dire que ça a changé ma vie, là. Mais au niveau personnel, hein, ça a-tu changé ta vie, toi, au niveau personnel, en tant que personne? Le unschooling ou la bienveillance ou les deux? Le unschooling. Les deux. Ouais, okay. La bienveillance, tu l'avais déjà pas mal, mais le unschooling, s'il y a quelque chose qui a changé sur ta vision par rapport à toi, à ton travail. Moi, par rapport à moi, je pense que ça m'a comme redonné la permission, puis ça m'a comme redonné le goût, donné la permission d'encore plus plonger dans mes passions à moi, dans les choses que j'ai envie d'apprendre. Je me souviens quand j'étais jeune, dans ma famille, c'était mal vu que je sois curieuse parce que je fouillais, parce que je posais des questions. Là, on dirait que ça a été comme « Ah, wow! » C'est comme « Let's go! » J'ai le droit, puis comme eux autres, je vais essayer plein d'affaires. Puis je vais... Tu parlais du dessin aussi l'autre fois, là? Oui, c'est ça, tu sais, de toujours, puis c'est un cheminement d'une vie quasiment pour comme aller reconnecter tout ce droit-là d'explorer des choses que j'aime. Fait que ça m'a j'ai comme réappris et replongé en amour avec apprendre. Apprendre d'une façon que j'aime, que c'est comme une énergie de je m'amuse. C'est comme quand on est jeune puis on joue là, cette énergie-là que on trippe puis on est tellement bien puis on veut plus que ça s'arrête là. Quand t'as ça là par rapport à comme là t'es en train de faire un podcast avec une amie, quand t'as ça là c'est un maudit bon signe. Oui, c'est ça. Ben moi aussi, moi tu sais comme le unschooling et la bienveillance c'est relié ensemble. Moi c'est ce que ça m'a fait réaliser, c'est que la vie d'adulte, elle a pas à être plate. Oui. C'est plate, Colin, de réaliser ça, tu sais, à 30, 35 ans. En tout cas, moi ça m'avait choqué. Là. Je me suis dit, ben, Colin, moi aussi, je peux me faire du fun. Je peux me faire du fun dans mon travail. Je peux choisir des troubles de fun. Exactement. Okay, ouais, moi, ça a une très grande influence, là, ouais, ça, au niveau de mon travail et tout ça. Là. C'est comme une libération, je pense que jusqu'à un certain point. On a libéré nos enfants pour qu'ils puissent être qui ils sont. Puis nous, ça nous a libérés pour qu'on retrouve qui on est, qui on était, puis maintenant qui on est. Oui, puis on réalise quand les enfants grandissent que toute l'espèce de philosophie d'unschooling, en fait, ben je sais pas toi, mais moi, en tout cas, le unschooling, j'ai réalisé que c'est pas je traite pas, j'ai pas une relation avec un enfant, mais avec une personne que sont mes enfants. Donc, finalement, quand on se met à enlever les mots adulte, autorité, enfant, élève, ben, il reste plus que des personnes. Donc, ce qui est bon pour les personnes qui sont nos enfants, mais c'est bon aussi pour nous. C'est ça. Ah oui, définitif. Définitif. Sage parole. Ben, on a-tu une dernière question en conclusion? Oui. Hey, écoute, ça, c'est la question que je voulais te poser. Parce que je me la suis posée, moi aussi, cette question-là. Pourquoi c'est important pour toi de parler de la bienveillance du unschooling? Puis pas juste avec une amie là, sur un groupe, là, mais le podcast, ton groupe unschooling au Québec et tout ça. Donc, pourquoi tu veux en parler? Il y a deux éléments à ça. Une première partie, c'est une libération parce qu'on a tué ma voix quand j'étais petite. J'avais pas le droit de raconter ce que je vivais, ce que j'avais vécu et comment je l'avais vécu. Donc, d'utiliser ma voix pour parler de ce que j'ai choisi en tant que parent, ça continue toujours de me libérer. Puis je l'ai vu dans les dernières années, les vidéos, tout ça. Tout le blog, j'ai toujours été vers plus de libération. Puis aussi, il y a l'élément où est-ce que quand j'ai commencé, il y avait
peu de ressources, mais il y en avait, puis étaient vraiment très importantes pour moi, ces ressources-là. J'étais contente de les trouver. Fait que c'est comme si je redonne un peu au prochain en me disant, ben, puis je le sais parce toi comme moi, on a du feedback des parents qui font, ah, wow, ça m'a fait tellement du bien de t'écouter. Ben moi, j'ai eu ce genre de réaction-là aussi quand j'ai écouté d'autres parents. Donc, c'est ça, c'est une très grande motivation de pouvoir être une phrase, quelque chose qui va peut-être faire du bien à quelqu'un quelque part. Ben oui, puis moi c'est quand j'ai commencé à bloguer là-dessus, ben c'est parce que je me sentais toute seule dans ce processus-là, tu sais. Donc, en bloguant, ben là, j'avais des gens qui m'écrivaient puis qui me disaient, ben, tu sais, moi aussi, ça m'intéresse, puis tout ça, puis j'aurais aimé ça, tu sais, aujourd'hui, il y en a tellement des blogs là, qui parlent d'unschooling, des podcasts, des chaînes de YouTube, des livres. Hey, aurais-tu aimé ça, avoir des livres sur l'unschooling? Donc, moi, c'est pour ça. Puis il y a aussi mon fils, quand je bloguais, Thomas, qui me disait tout le temps, là, oui, dis-leur, maman, que c'est le fun, là, l'unschooling. Parce que lui, des fois, il regarde les enfants qui partent en autobus, tu sais, puis il trouve ça plate pour eux autres. Fait qu'il disait, dis-leur comment c'est le fun. Ah oui, puis pour les inspirer, les parents, là, à aller plus loin. Là. Si quelqu'un veut aller plus loin dans sa réflexion, as-tu comme un livre ou un blog ou quoi que ce soit d'autre qui est comme un coup de cœur là, que tu recommanderais? Ben moi, j'ai 2 livres là, qui ont vraiment changé, qui m'ont aidé là, dans les débuts de mon cheminement. C'est un livre de John Holt qui s'appelle Les apprentissages autonomes. C'est une traduction là, en français, c'est Les apprentissages autonomes. Puis l'autre, c'est de Pam Laricchia, qui est une Torontoise et qui s'appelle Libre d'apprendre aussi. Là, c'est une traduction. Donc, il y en a un, c'est vraiment plus au niveau des apprentissages. Puis Pam Laricchia, c'est plus au niveau bienveillance, accompagnement et tout ça. Donc, moi, ça serait j'en ai beaucoup, là, mais c'est mes 2 principaux, là. Toi aussi, t'en as beaucoup, sûrement. Ah oui, j'en ai beaucoup. C'est drôle, c'est le même titre. Moi, c'est Libre d'apprendre aussi, mais de Peter Gray, qui est Free to Learn en anglais. Oui, parce que lui, c'est ça, c'est l'importance en fait, jouer, c'est apprendre. Fait que ça, c'est magique pour moi. Puis découvrir, il y a un blog aussi. J'ai découvert son blog, puis je trouvais c'était vraiment super intéressant là, ce qu'il avait à dire. Bref, c'est mon coup de cœur. Bon, super. Hey! C'est déjà comme la fin de notre 2e épisode! Yes! Vraiment cool, je suis contente. Puis là, Stéphanie, on a la chance d'avoir une page blanche devant nous. On peut parler de tout ce qu'on veut. Hey, j'en ai des affaires que je veux. C'est comme des sujets que tu as envie de parler, là. Ah, il y en a 10 000. OK. Peut-être pas 10 000 tout de suite, là. Non. Mais il y a une affaire que j'ai pensée qu'on n'entend pas souvent parler, mais c'est le unschooling comme méthode plus écologique, disons. Méthode de décroissance. J'ai écrit des trucs là-dessus, puis c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça peut faire partie d'une démarche là, c'est la grosse mode, là, les gens qui veulent aller pas nécessairement en autarcie, là, mais plus autonome sur des fermes, des trucs comme ça. Le unschooling, ça peut faire partie de ça. Puis aussi par rapport à la croissance personnelle de l'adulte, parce que c'est sûr qu'on choisit les méthodes éducatives ou philosophies éducatives souvent pour nos enfants, mais nous aussi, c'est important là-dedans là, au niveau du parent. Puis je suis sûre que ça convient à plein de parents. Là, donc, ça, c'en est 2, là, mais j'en ai plein. Là. Toi aussi, sûrement, t'en as plein. Oui, définitif. Mais il y a une question qui me vient, bonus question. Okay. Penses-tu que c'est possible pour un parent de vivre du unschooling sans faire d'introspection ou de remettre en question ses croyances ou... Bien, je pense que ça va dépendre du parent. Ouais. Parce que j'ai connu, entre autres, une maman qui, elle, faisait de la bienveillance dès la naissance de ses enfants. Elle n'appelait pas ça comme ça. Elle ne les a pas envoyés aller à l'école. Sans connaître d'autres familles, elle a automatiquement fait ça. Elle n'appelait pas ça du unschooling, donc elle l'a fait. Fait que je ne pense pas qu'elle a eu de réflexion à faire par rapport à elle.
Moi, je suis l'autre cas extrême. C'est ça. Je pense à la plupart des gens, parce que moi-même, même si j'étais comme pas mal bienveillante, il y a quand même des choses que j'ai remis en question avec l'unschooling. Fait que... C'est ça, il doit en avoir, mais ça dépend de notre niveau d'éducation. Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, je pense que ce que j'aimerais parler, c'est de VEO, qui c'est pas bien connu ici encore, c'est plus en Europe, les violences éducatives ordinaires. J'aime beaucoup parler de neurosciences affectives aussi, le cerveau, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais ce que j'aime toujours parler, c'est vraiment comme toutes les croyances que, au fur et à mesure, dans mon cheminement, dans nos cheminements, on remet en question, puis comment on arrive à passer l'autre bord du mur, là. Il y a comme un mur, là. Comment on arrive de passer d'un côté de les enfants doivent faire comme ça à ça pourrait être comme ça aussi. Ça, j'aime ça, là. J'aime vraiment ça, là. Donc, on a une très, très longue liste de sujets. Oui. Alors, si vous écoutez ça, puis il y a des sujets là, qu'on vient de vous dire là, qui vous accrochent, écrivez-nous. On va peut-être en parler avant. Donc, ça termine notre podcast pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Oui, à la prochaine. Bye. Bye. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.